Donc on accueille maintenant Jean Gessler. Je le présente même s'il est déjà quand même bien connu de la profession. Donc Jean Gessler, il est ingénieur diplômé de l'ENSG en 1988. Il a démarré sa carrière chez Sol Essai Études, puis après son rachat par Fugro en 1999 au sein de Fugro. Il a dirigé de 2012 à 2019 l'ingénierie géotechnique de Fugro Geoconsultancy. Et c'est après qu'il a rejoint Vinci Construction en 2019, où il est directeur de structure géotechnique aujourd'hui depuis septembre 2020, au sein des divisions bâtiments et génie civil de Vinci Construction. À toi, Jean. Et tu as 20 minutes. Comme je vais parler de consolidation, ça va prendre un peu plus de temps, mais je profite que tout le monde a été réanimé par la présentation précédente pour faire traîner et durer le plaisir. Alors, est-ce que me faisait penser la présentation précédente, est-ce que le sol est maquettable? À part la prétention des géotechniciens à maqueter, est-ce qu'on peut bimer le sol, pour faire un anglicisme assez déplorable? Voilà, je vous présente une réflexion qui date de 10 ans maintenant. Donc ça date. L'ouvrage est construit et c'est un ouvrage qui a été pensé, étudié dans les années 2008-2010, réalisé entre 2012 et 2014. Alors, on va vous présenter le grand projet immobilier d'IKEA Bayonne, qui est assez intéressant dans la façon dont on a voulu faire un modèle géotechnique en s'appuyant sur de la modélisation géotechnique 3D. Et on a utilisé ArcGIS à l'époque parce que chez Fugro, il y avait ces moyens de SIG disponibles. Alors, je vous présente rapidement donc, le contexte. C'est bien de se rappeler le contexte. Le modèle géotechnique, et là, toute la réflexion, c'est de savoir comment la donnée géotechnique peut servir un modèle. Voilà. Ça, c'est un véritable enjeu. Hein. Avant d'arriver à dessiner des couches, c'est est-ce que ce que nous produisons en termes de données arrive à servir un modèle géotechnique? La modélisation, et cette modélisation, elle a été utilisée à des fins de conception. Elle n'a jamais été introduite dans l'exécution en tant que BIM, parce qu'à l'époque, il n'a pas été exigé de maquette numérique, hein, je vous rappelle, on est en 2010, mais elle a été un outil de conception. Et la prétention s'arrêtera là. Et puis ensuite, on va quand même voir ce qui se passe dans la confrontation à l'exécution. Tout ce qui manque. 3 slides, mais vous allez voir que c'est assez édifiant. Et puis une conclusion rapide. Voilà, le projet IKEA est énorme. À peu près 30 000 m² pour le magasin IKEA. Et à l'époque, l'investisseur suédois avait de l'argent. Et il a eu la bonne idée d'adosser un centre commercial dans une zone qui est une ancienne cressonnière, donc un marécage, coincé entre l'Adour, un petit rue qu'on appelle le rue de Mouguer, et 2 autoroutes majeures, France-Espagne et Aquitaine-Midi-Pyrénées. Voilà. Donc, en gros, vous faites la somme des supports, donc 950 appuis qui vont devenir 950 pieux au bas mot, et on va voir dans quelles conditions. On est dans un contexte sismique modéré, avec une accélération en surface de 2,1 mètres par seconde carré, et on est dans un contexte de sol compressible. Alors, la carte géologique est intéressante, je vais m'intéresser un tout petit peu. Premier élément de maquette géotechnique. Évidemment, on est à cheval sur deux cartes, une plus récente et une plus vieille, voilà, sinon ce ne serait pas drôle. On est dans un sillon alluvionnaire très profond, dans un anticlinal. Alors, je ne peux pas pointer, mais vous allez deviner du Cénomanien, donc contemporain de l'âge de la craie parisienne. Et ce petit anticlinal a été dans un plissement tardif de l'orogénèse pyrénéenne, et il s'est accompagné de pointements, vous voyez les petites nodules, là, Mouguer, etc., des petits pointements triasiques. C'est du gypse qui s'est inséré dans les plis de l'anticlinal, mais avec ces pointements triasiques, il y a eu des pointements tardifs de magma qui venaient très profond du substratum, d'un magma ferro-magnésien, et qui donnait naissance à des roches magmatiques extrêmement denses, extrêmement dures. Pourquoi je vous dis ça? Pour rien. Voilà. Alors, le contexte et les enjeux. Alors, il se trouve que, comme on était dans une cressonnière, vous savez qu'au Pays Basque, il y a aussi des enjeux hydrographiques importants. Et là, on était dans une zone inondable. À titre indicatif, je vous rappelle qu'au printemps, il peut y avoir des pluies en 24 heures où il tombe 100 mm, qui se conjuguent avec la fonte nivale pyrénéenne, donc l'Adour monte,
et qui se conjugue avec des phénomènes de grande marée. Et donc, on a des amplitudes d'inondabilité qui sont relativement importantes. Il y a eu une étude d'inondation et qui a conclu, cher monsieur suédois, IKEA, voilà, votre projet est entièrement inondable, il faut tout rehausser. Voilà. Il y avait plus de, je dirais, 7 ou 8 hectares de projet dont il fallait rehausser intégralement la plateforme. Voilà. Alors, les enjeux de la conception, c'était finalement, sur la conclusion que je vous présente, relativement simple. On a une structure poteau-poutre avec des grandes trames 8 par 16, des charges et des surcharges importantes. On a des épaisseurs de sol compressible importantes, des charges ponctuelles importantes. Si on a des tassements, il vaut mieux faire des pieux. Rappelez-vous qu'on avait à l'époque un client suédois et qu'eux n'avaient pas froid aux yeux. Hein. Donc on avait fait un premier projet AVP avec préchargement et détassement de 7 à 10 cm de l'ouvrage qui a été abandonné par les assureurs. C'est les assureurs de dommages ouvrages qui ont dit niet, vous passez en pieux. Et puis il fallait assurer la stabilité de la structure aux ELS et aux ELU sismiques. Et donc quand vous faites des pieux au substratum, l'enjeu, surtout dans des grandes trames poteau-poutre, le cahier des charges d'un parking IKEA est important. Ils doivent lire toute la signalisation, pas de voile en sous-sol. Voilà, donc c'était assez problématique d'avoir ces grands planchers avec des charges, beaucoup de poteaux, très peu de voiles et l'accélération sismique. Et puis, inclus dans le périmètre de la construction, il y avait un parking. Et ce parking, à IKEA, si vous venez acheter des meubles, vous ne pouvez pas avoir une pente. Vous ne pouvez pas remonter avec votre parking, votre caddie chargé, la pente. Donc on a eu des critères de tassement. Je commence par ceux-là, 10 cm à 10 ans, parce qu'avec le préchargement, on allait modéliser de la consolidation, du fluage. Et donc il était hors de question d'avoir un parking qui subisse un dommage fonctionnel. Voilà. Donc c'était une exigence assez sévère d'un tassement limité, voilà, de 10 cm à 10 ans. Et donc on avait des solutions, et celle qui s'est imposée, parce que la dalle portée pour plusieurs hectares de voirie, c'était impossible, c'était la consolidation des sols et de préchargement vertical. Alors, le modèle géotechnique, et c'est là où le sol n'est peut-être pas maquettable, c'est que dans ces projets-là, il y a énormément de paramètres, comme souvent dans les modèles géotechniques, et il est utile de rappeler quand même que les paramètres géotechniques qui gouvernent les tassements, ils ont leurs problématiques propres et ils ont orienté la stratégie du programme. À la fois une stratégie pour en faire un modèle, une grande maquette géotechnique, et aussi pour servir les problématiques de la construction. Donc géométrie des formations, la consolidation des sols, tous les paramètres de consistance avec la profondeur corrélés, les niveaux piézométriques et des conditions aux limites. Et puis, s'agissant de la conception du projet, l'ensemble des paramètres, ils sont nombreux pour avoir un modèle de consolidation de préchargement adapté. Et les modèles, cette fois-ci, de la conception proprement dite, le préchargement s'agissant des remblais, la géométrie, le poids volumique, extrêmement important, la durée des phases de préchargement, la maille. Voilà. Donc on arrive dans un modèle qui comporte énormément de paramètres. Et la stratégie étant, évidemment, de s'exonérer d'une imprécision et d'avoir à recalculer, à redécouvrir des éléments de données géotechniques importantes pendant les phases d'exécution. Donc, une imprécision sur la géométrie des sols compressibles et la contrainte de préchargement rendrait difficile, voire impossible, le recalage du modèle. Surtout s'agissant d'un ouvrage dans une construction privée, voilà, un marché forfaitaire voilà, de construction. Voilà. Donc, il fallait gagner en précision. Comment la servir? Eh bien, par des investigations phasées, voilà, avec une masse d'informations. Et l'intérêt, là, il s'agit d'avoir dans un sol compressible vraiment un nombre important de pénétrations statiques au piézo-cône, couplé à des sondages carottés avec beaucoup d'échantillonnage en laboratoire. Et puis, dans d'autres phases, le relais pour aller caractériser le substratum par des sondages pressiométriques. Si je passe le plan d'implantation, hein, le site fait plus de 7 hectares. Je vais vous présenter la première vision du géotechnicien, qui est d'abord qu'est-ce que je vois dans un modèle 2D, la perception des choses. Ben là, on va voir que la géométrie des choses a son importance. Vous voyez des courbes en bleu, c'est les profils pénétrométriques, la courbe QC, dont on soupçonne un encéphalogramme plat sur des profondeurs édifiantes et qui commence à frémir au bout de 40 ou 50 mètres de profondeur, qui est la zone de transition avec le substratum. Et puis ensuite, vous avez en rouge le relais des essais pressiométriques. Vous pouvez vous rendre compte dans une analyse critique que, bien qu'on a pensé les essais dans différentes phases, parfois le couplage des refus de pénétrométrique n'a pas toujours été très heureux
avec le relais des essais pressiométriques, et parfois, il y avait des gaps. Hein. Donc, il a fallu s'empresser de combler et de pallier ça. Et donc là, le premier modèle 2D, il est facile, il est simple de compréhension. On a des sols compressibles sur des épaisseurs conséquentes. On a une géométrie de la vallée alluviale qui a sur différentes sections, on va voir qu'elle revêt différentes coupes. Et on a des profondeurs excessivement importantes, puisque vous voyez que le substratum portant des pieux atteint la cote moins 48 pour une plateforme qui a plus 3, ça fait déjà 51 mètres. Là, on est au niveau d'IKEA, du magasin, de meubles. Ensuite, quand on rentre dans le centre commercial, la vallée s'évase et on a à peu près une cote de substratum à moins 46, plus 3 mètres, ça fait 49 mètres avant de faire l'ancrage des pieux. Et au plus profond, on est tout au nord du centre commercial. On touche le substratum à droite à moins 56, ça fait 59 mètres avant de faire l'ancrage des pieux. Voilà. Et maintenant, comment faire la modélisation, cette fois-ci avec la profondeur, parce qu'encore une fois, la problématique des préchargements, elle doit impérativement prendre la variabilité avec la profondeur, étant donné la profondeur des sédiments. Et là, ce que nous enseigne le pénétromètre, c'est que le remplissage alluvionnaire avait une seule et même histoire, donc avec, vous voyez la droite de régression sur la consolidation déduite des caractéristiques au CPT des silts de remplissage de la vallée, et que si on regarde le coefficient de surconsolidation, la droite rouge, c'est l'OCR à 1, on se rend compte que le remplissage est à peu près uniforme, notamment avec la profondeur, c'est capital, mais qu'en surface, on a peut-être une surconsolidation, et l'enseignement à la construction a montré que ces corrélations au CPT étaient très largement suroptimistes. Voilà. Sur le centre commercial, on voit que de façon intercalaire, on a des lentilles sableuses qui viennent dans le remplissage alluvionnaire, et que l'OCR, la surconsolidation et l'histoire de remplissage du sillon alluvial, en profondeur notamment, et peut-être des sédiments plus compressibles avec un OCR qui est même pas à 1, dont il était important dans le préchargement de penser la consolidation également en profondeur. Et puis quand vous montez au nord, le remplissage sableux augmente, et il devient plus important. Évidemment, quand on a découvert ces sables, s'est posé également la question de la liquéfaction des sables et du dimensionnement des pieux dans un critère de sable liquéfiable. Voilà. Et le substratum dans tout ça. Alors, je vous ai montré un substratum quasiment homogène. Alors, il s'agit du cénomanien. C'est un ensemble de marnes, de calcaire et de grès plissés. Donc, en fait, il y avait des bancs, pas verticaux, mais quasiment à 45 degrés, plus ou moins altérés, et qui pouvaient, vous voyez, avec une grande variabilité, vous voyez les pressions limites, la plage de valeur est importante, donc entre 2 et quasiment 8 ou 9 MPa, et les modules entre 20 et 200. Alors qu'est-ce qu'on en fait d'un substratum comme ça? Eh bien, c'est là où, à l'époque, on a eu l'idée de développer un SIG, de faire une modélisation du fait d'un nombre conséquent de points, la modélisation du toit du substratum avec un modèle 3D Surfer. Et vous voyez que le modèle du substratum sur l'ensemble du centre commercial montre une ride en rouge qui remonte, sur lequel s'appuie le centre commercial. On a un creusement avec des méandres, avec des points bas qui ne sont pas toujours récurrents. Et puis on a un pointement, là au milieu de tout ça, qui monte. Donc on s'est rendu compte que quand même, pour aller rentrer les 950 pieux, on allait se poser quand même des questions par rapport au modèle idéal à rentrer. Et donc, là, je prends ma souris et je lance un film. Je leur dis oui. Et normalement, ça doit bien se passer. Ça se passe bien. Alors, on disposait d'une cartographie numérique du site. On regarde vers l'Adour. Non, l'Adour, c'est vers vous. On a la ride sur laquelle est l'anticlinal émergent à gauche, et puis quelques pointements topographiques. Vous voyez les CPT en bleu et en mauve, les préciaux. Et puis là, on fait tourner le bloc diagramme pour aller mettre en évidence le remplissage alluvionnaire et permettre, je dirais, la conception. Les deux nappes bleues, ce sont les nappes de substratum avec... On va comprendre pourquoi. Le toit du substratum altéré, et puis ensuite le substratum 5 qui était 6 mètres en dessous, de façon moyenne sur le site. Les profils pénétrométriques, ce sont les profils en jaune et vert, avec l'intensité de la résistance
qui va vers le vert le plus intense. Et les pressiomètres, c'est pareil, qui sont colorisés avec l'intensité de la donnée géotechnique. Et ce bloc diagramme, il nous a servi à communiquer avec le maître d'ouvrage et avec les assureurs pour leur donner une perception des risques et des enjeux. Là, on a rajouté les pieux une fois qu'ils avaient été conçus. Et le problématique de la conception dans un marché forfaitaire, c'est que si vous êtes trop prudent, vous n'entrez pas dans le coût d'objectif du client. Et le coût d'objectif avait été à 130 millions au départ, et quand ils étaient préassignés, il a fallu ramener à 110, c'est quand même pas, il a fallu trouver 1 million quand même, c'est pas neutre. Et si vous prenez le risque d'optimiser à l'excès, c'est vous en tant que maître d'œuvre, parce qu'à l'époque Fugro était maître d'œuvre de la conception, qui prenait le risque d'une réclamation de l'entreprise. Donc vous voyez que les enjeux n'étaient pas neutres dans la façon d'utiliser le modèle pour optimiser le dimensionnement des pieux. À titre indicatif, je vous donne 2 chiffres. Un pieu pas cher, c'était 35 000 €, le pieu, et le pieu cher, c'était 50 000 € pièce. Voilà, hein, c'était des marchés de plusieurs dizaines de millions d'euros, voilà, pour faire les pieux de l'IKEA. Et puis là, ça, c'est superposé, les remblais de préchargement des voiries, et donc en interaction avec les pieux. Et vous doutez bien que les plannings n'étaient pas mis bout à bout, mais se superposaient. Donc il y avait une forte interaction entre les préchargements des voiries et l'exécution des pieux, dans un planning donné. Et nous, en tant que concepteurs, on avait demandé 10 mois ou 12 mois de préchargement, et on nous en a donné royalement 6. Voilà. Donc vous comprenez que la conception et l'interaction étaient capitales dans l'ouvrage. Je crois que je peux arrêter, vous avez vu tout ce qu'il fallait voir. Alors, maintenant, il s'agit de penser les pieux avec cet outil-là. Donc, voilà, vous avez la maille 8 par 16 hein, avec les pieux. On avait des pieux en diamètre essentiellement 100, 120 et 140. Et on n'avait pas le choix. On était hors de portée des tarières creuses. C'était des pieux forêt-boue. Voilà, cadence 1,5 pieux par jour par poste. Voilà. Par jour, pardon, pas par poste. Il y avait 2 postes par jour, mais 1,5 pieux par jour par atelier. Donc vous voyez que ça donne des pieux excessivement longs, à la boue, armés quasiment toute hauteur. Et puis il fallait prendre le frottement négatif, évidemment, puisqu'il y avait du préchargement et qu'on avait rehaussé la plateforme entre 1 et 3 mètres de hauteur. Et comme il y avait des lentilles sableuses, l'intensité du frottement négatif était éminemment variable en fonction de l'implantation des blocs structurels. Donc il y avait de la variabilité géométrique, de la variabilité sur la présence des lentilles sableuses ou pas, et il y a maintenant le substratum. Comment le modéliser ? Alors on aurait pu avoir une approche parisienne stratigraphique par niveau, et on s'est rendu compte que pour l'optimisation, ça posait de gros problèmes. Donc on a fait en fait le choix et le parti de faire un zéro relatif du substratum et de mettre l'ensemble de toutes les données pressiométriques par rapport au zéro relatif du toit du substratum et d'essayer de mettre en évidence la loi d'altération du substratum. Alors ça marche assez bien dans les marnes. On pouvait se dire que de toute façon, dès qu'on était dans un métaux induré, l'altération, ça n'allait pas loin, mais c'était un parti à la fois qui permettait de modéliser en tout point le pieu, en tout point du projet, et en même temps de pouvoir permettre de modéliser un ancrage avec une loi qui était reproductible partout, à la fois pour IKEA et pour Inter-IKEA, enfin le centre commercial. Alors vous voyez la moyenne mobile, le choix du concepteur qui était plus prudent, qui a été relativement peu plus optimisé, et puis vous voyez toute une ribambelle d'essais quand même qui sont à 8 MPa. On peut se dire, ah, quand même, il y a une prégnance quand même de matériaux rocheux, compensée à l'époque, faites beaucoup de bancs calcaires et de bancs de grès. Pourquoi je vous dis ça ? Pour rien. Alors, voilà, l'ensemble des blocs structurels uniquement du centre commercial. On n'a pas mis IKEA pour la présentation, qu'on a superposé sur la cartographie Surfer. Et pour chaque bloc structurel qui représente à peu près 20 à 40 pieux, quand même, on a mis la cartographie du toit et on a défini que pour chaque bloc, on mettrait la cote basse du substratum. Donc vous voyez que, alors c'était pas le substratum ça, hein, c'était vraiment l'entrée dans le substratum avant le franchissement des zones d'altération. Et on avait comme ça le toit du substratum pour la voirie à droite, la voie pompier, à moins 51 NGF, hein, donc c'était à peu près 54 mètres. Et puis on avait des rides à gauche où le toit du substratum était déjà quasiment 20 mètres plus haut. Vous voyez que ne serait-ce que dans la stratégie du choix des ateliers de pieux, il fallait demander aux foreurs de pieux
des machines capables d'aller à 65 mètres, et puis on avait pris une garde, parce qu'avec l'ancrage, on s'est dit, s'il y a une indétermination, est-ce que vous avez des bécanes qui vont à 70 mètres? Voilà. Là, il n'y avait pas Légion. Hein. Donc il fallait penser aussi la disponibilité du parc en fonction des zones. Voilà. Il y a eu 4 ateliers de pieux, hein, mais tous ne pouvaient pas aller à 70 mètres. Voilà. Et donc ça, c'est le résumé de toutes les profondeurs par bloc structurel. Et voilà, le Ikea, c'était 16 km de pieux, 16 km, je ne me trompe pas d'unité, et 33 km sur le centre commercial. Voilà, à réaliser sur un planning d'1 an de pieux à chaque fois, 1 an de pieux pour chaque projet. Alors, en exécution, est-ce que ça s'est bien passé? Alors, ça s'est bien passé, mais quand vous confrontez la donnée et le modèle, il y a eu toutes les zones de préchargement sous les voiries. Alors, au niveau des drains, on a eu une très bonne corrélation entre l'attente du refus du drain avec le CPT. C'est heureux parce qu'il n'y a pas eu de refus dans les salles, et c'était très bien aussi pour la consolidation, pour tenir les délais, hein, surtout en profondeur. S'agissant aussi de la prévision et de la prédiction des tassements, il ne fallait pas s'interroger, par exemple, le profilomètre en orange vous donne les tassements, à peu près 1,20 m de tassement sous les préchargements. Il ne fallait pas se tromper en interprétant les 90 cm ou les 70 sur les bords avec un mauvais modèle. Hein. Il fallait être conscient que c'était bien lié à la géométrie de la vallée alluviale. N'oubliez pas qu'on avait mis en œuvre une méthode observationnelle et qu'il s'agissait ensuite de lever les étapes du préchargement pour dire « Banco, c'est bon, on est bon, on va tenir les 10 cm à 10 ans lorsqu'on passera en phase de service. » Donc il y avait une très bonne adéquation entre le refus, les petits carrés bruns des drains et la courbe de tassement liée à la géométrie de la compressivité des terrains. Et puis le recollement du tassement, quand il a fallu décider, oui, est-ce qu'on avait consommé le fluage? Est-ce qu'on avait consommé suffisamment de fluage pour pouvoir garantir 10 cm à 10 ans? Eh bien, un modèle numérique, grâce à l'apport du CPT du laboratoire, aussi bon fut-il, puisque c'est d'un modèle, eh bien ça ne suffit pas. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à recaler en phase d'exécution. Et là, en l'occurrence, c'était le zéro fictif de la date de chargement, parce que quand vous montez 5 mètres de remblai, il n'y a pas de zéro absolu, il faut le déterminer par rétro-calcul. Et puis, la date de démarrage du fluage. Ça ne se détermine que par de la méthode observationnelle, du suivi observationnel, et qui a été transformé en méthode observationnelle. Donc, ces éléments-là, il y a eu du recalage en phase de mission G3, G4, et ce recalage-là a conduit à des actions correctives, à la fois de recharge et de temps supplémentaire, heureusement intégrés au planning de l'entreprise. Et puis, ces ophites, on les a trouvés, et on les a trouvés sur le premier essai de chargement de pieux. C'était un pointement magmatique, mais qui a quand même intéressé une centaine de pieux. Vous voyez, c'est pas neutre, à 3 mètres sous les marnes, donc les PL à 8 MPa, il y en avait dans des grès, il y en avait dans des calcaires, et il y en avait dans des ophites. RC, 200 MPa. 200. Donc, est-ce que ça sert de mettre du béton à 50 MPa de RC pour forer dans une ophite à 200 MPa? Cadence, moins de 1 mètre par heure. Voilà, alors que les marnes, c'était 10 mètres par heure et les calcaires, 4 mètres par heure. Donc je ne vous dis pas la catastrophe, parce qu'en termes d'ancrage dans le substratum, on avait quelques kilomètres d'ancrage de pieux. Donc il a fallu faire de l'adaptation très rapide. Heureusement, le groupement s'y est plié. Le géotechnicien qui était déployé en mission G4 également. Et tout l'objet a été d'économiser les mètres d'ancrage, mètre par mètre, afin de permettre de soulager le planning de l'entreprise. Donc on y arrivait avec un rendu, on a gagné à peu près 1 km sur les ancrages, en diminuant les ancrages au strict minimum de 50 cm, voire 1 mètre, dès lors qu'on était certain d'être dans l'ophite, parce qu'il y avait aussi l'ophite altéré et l'ophite saine, donc il fallait quand même franchir l'ophite altéré, pour arriver à tenir le planning. Les enseignements de tout ça, alors, permettre de vérifier la cohérence du modèle. Ça, c'était capital pour tout ce qui est problématique de préchargement quantitatif des pieux. Permet d'établir des zonages. Et vous voyez que là, il fallait descendre jusqu'au bloc structurel avec les méthodes d'extrapolation proposées. Et des profils types, voilà, pour optimiser, ou en tout cas modéliser correctement les encastrements des pieux.
L'estimation du frottement négatif, parce que ça pesait lourd dans le calcul de la portance des pieux, et d'affiner un zonage, notamment pour la réalisation des sondages aussi, parce qu'on a fait ce modèle dès la phase de la G2 AVP, et il nous a servi également pour penser la G2 Pro et les sondages en phase excès. Point important, bon, ça c'est une évidence je pense, mais il faut un nombre important et régulier de sondages, le site s'y prêtait bien, et il est nécessaire aussi d'apporter des corrections en limite de modèle, parce que les outils de modélisation type Surfer proposent plusieurs lois de corrélation, mais il y a beaucoup presque de fantaisie sur les limites de modèle, et il faut faire des arbitrages, et on a besoin parfois de refaire des sondages quasiment aux limites ou en dehors des modèles. Je vous remercie de votre attention.